Voici certaines des morts les plus glaçantes et tragiques de l'histoire de la randonnée, où l'aventure s'est transformée en cauchemar. Des célèbres histoires d'explorateurs perdus aux incidents dangereux liés à des selfies, ces récits vous laisseront sans voix. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le côté obscur de la beauté de la nature. Le matin du 27 septembre 2014, Izumi Noguchi, un Japonais de 59 ans, faisait une randonnée sur le mont Onteik. Ce qui devait être une matinée paisible, à marcher et se reconnecter avec la nature, s'est transformé en une tragédie d'une ampleur considérable. Izumi n'est jamais redescendu vivant de la montagne. À 59 ans, Izumi travaillait dans une entreprise de construction. Passionné de randonnée, il aimait se promener au milieu de la nature, souvent accompagné de sa femme Hiromi. Ce matin-là cependant, Hiromi devait travailler et n'a pas pu se joindre à Izumi pour la randonnée. Mais Izumi avait prévu de permettre à sa femme de profiter tout de même des vues de la montagne. Il décida d'emporter son appareil photo et de prendre autant de clichés que possible. La matinée était plus que belle, elle était parfaite pour une randonnée. Le temps était doux, le ciel dégagé, et les feuilles d'automne commençaient à peine à changer de couleur. Comme le temps était idéal et que c'était un samedi, Izumi était loin d'être le seul à randonner sur le mont Onteik ce jour-là. Culminant à plus de 3000 mètres, le mont Onteik est une destination touristique populaire, notamment en raison de ses pentes douces et de ses sentiers accessibles. La montagne attire aussi bien des randonneurs chevronnés que des débutants. Mais le mont Onteik n'est pas une montagne ordinaire, c'est en réalité un volcan actif, le deuxième plus haut du Japon. Izumi Noguchi a pris de nombreuses photos tout au long de sa randonnée, espérant les montrer à sa femme. Lorsqu'il atteignit le sommet du mont Onteik, l'homme de 59 ans posa pour une photo. On le voit sourire à côté d'un panneau indiquant l'altitude de la montagne. Izumi semble fier de son accomplissement, mais les choses ont rapidement tourné au drame. Il était 11h52, peu de temps après qu'Izumi ait atteint le sommet lorsque l'impensable s'est produit. La beauté sereine de la matinée a été brisée en un instant par une explosion violente qui a secoué le sol. Le mont Onteik, qui est un volcan, est entré en éruption. L'éruption a projeté des cendres, des rochers et des gaz brûlants dans le ciel, créant un nuage monstrueux visible à des kilomètres. C'était un spectacle époustouflant, unique mais terrifiant. Izumi a attrapé son appareil photo et commencé à documenter le désastre. Il a pris plusieurs photos montrant l'énorme nuage de cendres et de fumée s'élevant du cratère, obscurcissant le ciel et enveloppant la montagne. Les photos suivantes montrent le nuage de cendres et de gaz qui grandissait et avançait. Une dernière image montre le nuage de cendres presque sur Izumi Noguchi. Le nuage semble solide, comme un mur gris qui dissimule le paysage. Le danger semble imminent. Izumi n'était pas le seul à prendre des photos du désastre et il n'était pas non plus le seul à périr dans l'éruption violente. Il reste incertain s'il pensait avoir suffisamment de temps pour fuir la calamité. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'éruption a libéré des roches et des débris à des vitesses atteignant jusqu'à 300 km/h. Certaines de ces roches ont frappé Izumi Noguchi, le tuant sur le coup. La plupart des victimes ont succombé à des blessures causées par les rochers projetés. Le corps d'Izumi a été retrouvé près du sanctuaire au sommet de la montagne. De nombreux morts portaient les traces du désastre avec de multiples fractures et lacérations, notamment à la tête et au dos. Beaucoup d'entre eux sont morts en courant. L'appareil photo d'Izumi a été retrouvé à côté de son corps. Il était endommagé, mais la carte mémoire était intacte. Ainsi, ces photos saisissantes ont pu être récupérées. Plus tard, sa femme Hiromi a rendu ces images publiques en hommage à la mémoire de son mari. Hiromi a déclaré qu'elle aurait préféré qu'Izumi ait fui au lieu de prendre des photos. « Je préférerais qu'il soit encore là », a-t-elle ajouté. Ce jour-là, il y avait des centaines de randonneurs sur la montagne. 63 d'entre eux, dont Izumi Noguchi, ont péri dans ce qui fut la catastrophe volcanique la plus meurtrière au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré une activité sismique accrue détectée avant l'éruption, les autorités japonaises ont indiqué qu'il n'y avait eu aucun séisme significatif pour signaler le désastre imminent. En décembre 2018, Louisa Vesterager Jespersen et Maren Uland, deux amies étudiantes à l'université de l'extrême sud de la Norvège, étaient en voyage au Maroc. Mais leur périple, censé être une aventure, s'est transformé en cauchemar qui a suscité une indignation mondiale lorsque Louisa et Maren ont été ciblées par des terroristes. Louisa Vesterager Jespersen, une Danoise de 24 ans, et Maren Uland, une Norvégienne de 28 ans, sont arrivées au Maroc le 9 décembre 2018. Impatientes de découvrir les paysages majestueux du pays.
Elles ont d'abord visité Marrakech avant de se rendre dans le village d'Imlil, une base populaire pour les touristes souhaitant faire une randonnée vers le mont Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Louisa et Maren, qui étaient également colocataires, étaient passionnées par les activités de plein air et la nature. En effet, les deux jeunes femmes s'étudiaient pour devenir guides touristiques. En tant que telles, elles n'étaient pas étrangères à l'aventure. Elles étaient bien préparées pour leur voyage et avaient pris des précautions. Mais rien ni personne n'aurait pu prévoir ce qui allait leur arriver. À l'insu de Louisa et Maren, alors qu'elles profitaient de leurs vacances, 4 hommes avaient décidé de montrer leur allégeance à l'État islamique, connu sous le nom de Daesh, par des actes odieux. Ces hommes avaient prêté allégeance au groupe terroriste dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux avant l'attaque, dénonçant les ennemis d'Allah et promettant la destruction. Leur chef était Abdessamad Edjoud, un vendeur ambulant et imam clandestin de 25 ans. Edjoud, accompagné de Younes Ouaziad, 27 ans, et Rachida Fati, 33 ans, avaient convenu de mener un attentat terroriste soit contre les forces de sécurité, soit contre des touristes étrangers. Après avoir décidé de s'attaquer à des touristes étrangers, ils se sont rendus à Imlil à la recherche de cibles potentielles. Un 4e homme, Abderrahim Kayali, initialement membre du groupe, décida de partir avant que l'attaque ne soit perpétrée, mais pas avant d'avoir montré aux 3 autres comment utiliser des services de messagerie cryptés et des armes. Abdessamad Edjoud, Younes Ouaziad et Rachida Fati ont observé Louisa et Maren pendant 4 jours avant de décider de frapper. Les choisissant spécifiquement parce qu'elles n'étaient pas accompagnées de guides, ils ont attaqué les jeunes femmes dans leur campement. Edjoud et Ouaziad ont perpétré les meurtres, tandis qu'Afati filmait la scène avec son téléphone. La vidéo montre les assaillants criant des slogans djihadistes pendant qu'ils tuaient Louisa et Maren. Utilisant des slogans tels que « Ennemis d'Allah » et « Vengeance pour nos frères à Hadjin », les attaquants avançaient leurs objectifs radicaux. Le matin du 17 décembre 2018, 2 randonneurs français sont tombés sur une scène macabre. Ils ont découvert les corps décapités de Louisa et Maren. Leurs corps mutilés offraient un contraste glaçant avec le calme environnant. Les 2 randonneurs français ont alerté les autorités et une enquête a rapidement été lancée. Entre-temps, la vidéo horrifiante des meurtres a été largement diffusée, amplifiant la terreur. Les autorités marocaines et norvégiennes ont authentifié les images et leur circulation a exacerbé la peur et l'indignation déjà présentes. 18 personnes ont été arrêtées en lien avec les meurtres. Les principaux suspects, dont Edjoud, Ouaziad et Afati, ont été appréhendés à Marrakech alors qu'ils se trouvaient encore dans un bus en possession des armes du crime. L'enquête a révélé leur lien profond avec Daesh, Edjoud ayant déjà été emprisonné pour avoir tenté de rejoindre le groupe en Syrie. Les 3 hommes ont été inculpés pour les meurtres, tandis que plusieurs autres ont été accusés de divers crimes liés au terrorisme. Beaucoup à travers le monde pensaient que seule la peine de mort pouvait rendre justice aux victimes et apporter un semblant de paix à leurs familles. Les familles des victimes, notamment la mère de Louisa, ont exprimé leur chagrin profond et le vide irréparable laissé par les meurtres. Elles aussi réclamaient la peine de mort. En juillet 2019, Edjoud, Ouaziad et Afati ont été condamnés à mort malgré le fait que les exécutions n'aient pas eu lieu au Maroc depuis 1993. Leurs actions, filmées dans des détails effroyables, ne laissaient aucun doute sur leur culpabilité. Abderrahim Kayali, le 4e membre du groupe, a d'abord été condamné à la réclusion à perpétuité, mais sa peine a été portée à la peine de mort. Kayali s'est suicidé en prison en attendant son exécution. Après les meurtres, des veillées et des hommages ont eu lieu au Maroc ainsi que dans les pays d'origine des victimes. Au Danemark et en Norvège, les funérailles ont été marquées par la présence de hauts responsables et des proches venus rendre hommage à Louisa et Maren. Le 9 août 2019, Simon Gauthier, un étudiant français de 27 ans en histoire de l'art, installé en Italie, entreprit de découvrir la beauté sauvage du littoral près de Belvedere di Ciolandrea, dans la commune de San Giovanni à Piro, en Italie. Ce devait être une randonnée tranquille, mais le destin en avait décidé autrement. Ce vendredi-là, Simon se dirigeait de Policastro Bucentino vers Naples, impatient de découvrir la beauté naturelle qui l'avait tant fasciné. À ce moment-là, il vivait en Italie depuis 2 ans. Simon résidait à Rome, où il travaillait sur sa thèse. Cette randonnée devait être une échappatoire. Avant de commencer sa marche, le jeune homme de 27 ans avait envoyé à sa famille une photo de son sac à dos, signe de son enthousiasme et de sa préparation pour ce qui l'attendait. Cependant, ce qui devait être une journée de découverte s'est transformé en tragédie. À un certain moment de sa randonnée, alors qu'il naviguait sur un terrain dangereux, le jeune homme tomba d'une falaise se brisant les 2 jambes.
La douleur était insoutenable comme il n'en avait jamais connu auparavant. Mais Simon était vivant et conscient. Il savait qu'il devait appeler à l'aide. Malgré la douleur et la panique qu'il devait ressentir, Simon Gauthier parvint à appeler les services d'urgence. Il leur dit qu'il se trouvait au milieu de nulle part, sur la côte, qu'il voyait la mer, mais qu'il ignorait où il se trouvait exactement. Il ajouta qu'il mourait de douleur. Malheureusement, les paroles de Simon furent de prophétiques. Moins d'une heure plus tard, il mourut des suites d'une grave hémorragie. Simon a probablement passé ses derniers instants sur Terre dans la douleur et la peur, attendant d'être secouru. Mais, à son insu, les autorités faisaient face à plusieurs obstacles. La zone escarpée où Simon était tombé rendait presque impossible la localisation exacte de sa position. Les services d'urgence italiens, gênés par l'absence de technologie de géolocalisation pour les appels d'urgence, un système proposé dès 2009 mais jamais mis en œuvre, peinaient à organiser une recherche efficace. Le retard fut fatal. Selon certaines sources, il fallut 28 heures avant que les équipes de secours ne commencent réellement leurs recherches. Les amis et la famille de Simon, qui avaient entre-temps voyagé depuis la France pour aider dans les efforts de secours, étaient dévastés et déçus par les retards et les inefficacités perçues. Au fil des jours, plus de 100 secouristes, y compris des pompiers, des sauveteurs alpins et une équipe d'hélicoptères, furent déployés pour fouiller le terrain dangereux et les falaises. Mais il n'y avait aucun signe de Simon. Et bien sûr, personne ne savait qu'il était mort depuis longtemps. La recherche était complexe et difficile. Elle impliquait des équipes scrutant la zone avec des drones, des jumelles et même des chiens pisteurs pour suivre toute piste potentielle. Le 19 août 2019, après 10 jours d'angoisse, un secouriste aperçut le sac à dos de Simon Gauthier à l'aide de jumelles. Peu après, les secouristes trouvèrent des taches de sang près du sac à dos, ce qui les conduisit à son corps sans vie, au fond d'un ravin. Ces restes furent finalement récupérés, mais cette découverte apporta peu de réconfort à ceux qui avaient espéré une issue différente. Une enquête préliminaire révéla que Simon avait probablement succombé à ses blessures dans les 40 à 45 minutes suivant sa chute, après s'être sectionné une artère à la jambe, entraînant une hémorragie fatale. Cela ajouta une autre dimension à la tragédie, mais aussi une forme étrange de réconfort, car Simon n'avait finalement pas souffert pendant des jours, comme ses amis et sa famille l'avaient redouté. Dans les suites de cette tragédie, les parents de Simon envisagèrent de lancer une enquête sur les circonstances entourant sa mort, remettant en question l'efficacité de l'opération de secours. Le président du service d'urgence italien 118 souligna les graves insuffisances des services d'urgence en Italie, insistant sur le fait que Simon aurait pu être rapidement géolocalisé et potentiellement sauvé si la directive européenne de 2009 sur la géolocalisation des appels d'urgence avait été mise en œuvre. En avril 1992, un Américain de 24 ans nommé Christopher McCandless fit de l'autostop du Dakota du Sud jusqu'à Fairbanks en Alaska. De là, il quitta la société, choisissant la nature sauvage de l'Alaska comme lieu pour mettre à l'épreuve sa philosophie de vie et vivre aussi honnêtement que possible. Christopher McCandless ne sortit jamais de la nature sauvage de l'Alaska, mais il devint l'un des aventuriers américains les plus célèbres, dont l'histoire sert encore aujourd'hui à la fois d'avertissement et d'inspiration. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Emory en Géorgie en 1990, Christopher vendit toutes ses affaires, fit don de tout son argent et entreprit un voyage à travers l'Amérique du Nord, faisant finalement de l'autostop jusqu'en Alaska en avril 1992. Il voulait échapper aux contraintes de la civilisation et de la société et vivre en autonomie dans la nature, inspiré par les œuvres de ses héros littéraires comme Jack London et Henry David Thoreau. Une fois arrivé en Alaska, un électricien nommé Jim Gallien conduisit Christopher de Fairbanks jusqu'au début du Stampede Trail. Il était évident pour Jim que le jeune homme était très mal préparé pour le voyage qu'il voulait entreprendre, mais Christopher restait imperturbable et refusa toute aide. Lorsqu'il pénétra dans la nature sauvage de l'Alaska, Christopher McCandless, qui se faisait parfois appeler Alexander Supertramp, n'avait que des provisions minimales. Il disposait d'un sac de riz, d'un fusil, de ses précieux livres et de quelques équipements de camping de base. Christopher marcha jusqu'à ce qu'il atteigne un bus abandonné sur la rive est de la rivière Susquehanna, connue sous le nom de bus Fairbanks 142. Christopher fut ravi de sa découverte et décida que ce bus serait son abri, un refuge dans la nature. Là, à 24 ans, il documenta son aventure dans son journal. Mais bien vite, les entrées devinrent plus sombres.
Christopher luttait contre la faim et la maladie, ses tentatives de vivre de la terre s'étant révélées bien plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé. Le printemps se transforma en été et Christopher passa son temps à chercher des plantes comestibles et à chasser du petit gibier. Détail que nous connaissons grâce à ses méticuleuses notes de journal. À un moment donné, il réussit à chasser illégalement un élan, mais la viande se gâta avant qu'il ne puisse la conserver. Christopher désespéra de sa décision de tuer l'animal qu'il regretta profondément. Pendant ce temps, il s'affaiblissait progressivement. Il était isolé, constamment affamé et froid. Pourtant, il persista. En juillet 1992, cependant, après plus de 2 mois dans le bus, Christopher décida de revenir à la civilisation. Il savait qu'il était en danger. Cependant, la rivière Teclanica, autrefois franchissable, s'était transformée en un torrent déchaîné, gonflé par la fonte des glaces estivales du glacier Cantwell. Il y avait un téléphérique abandonné qui aurait pu le transporter de l'autre côté de la rivière, non loin de sa position. Mais il ne disposait pas d'une carte détaillée de la région. Tragiquement, il retourna au bus. À partir de ce moment-là, sa situation devint de plus en plus désespérée. Chris pouvait à peine écrire dans son journal. Le 12 août, il nota simplement « De belles myrtilles, une simple observation ». Ce fut sa dernière, la fin de ses pensées consignées. À un moment proche de la fin, Christopher prit une photo de lui-même. La photographie montre un Christopher émacié, souriant et faisant signe d'adieu tout en tenant un mot disant « J'ai eu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Adieu et que Dieu vous bénisse tous ». C'était le 6 septembre 1992, lorsqu'un groupe de chasseurs trouva le bus. À l'intérieur, ils découvrirent ce qui ressemblait à une petite forme à l'intérieur d'un sac de couchage, les restes décomposés de Christopher McCandless. Au moment de sa mort, Chris ne pesait que 30 kilos. Son corps portait les signes de la famine. Les autorités confirmèrent d'un plus tard qu'il était probablement mort environ 2 semaines avant que son corps ne soit découvert. On découvrit finalement qu'il avait ingéré des graines toxiques de plantes de pommes de terre sauvages. La mort de McCandless suscita un héritage complexe. Il est aujourd'hui considéré à la fois comme un héros tragique et comme une mise en garde. Son histoire, immortalisée dans le livre de Jon Krakauer, Into the Wild, et son adaptation cinématographique résonna auprès de ceux qui admiraient sa quête d'authenticité et fut condamné par ceux qui considéraient son périple comme naïvement imprudent. Le bus abandonné, surnommé le Magic Bus, dut finalement être retiré car il était devenu un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de Christopher. Certains de ces admirateurs durent être secourus dans la nature, tandis que d'autres périrent en tentant d'atteindre le bus. Le 21 juillet 2021, Sophia Chung, une influenceuse des médias sociaux originaire de Hong Kong, était en excursion d'une journée à Ha Pak Lai, un parc naturel pittoresque situé près du célèbre mont Tananas. Sophia et ses amis voulaient explorer le parc et peut-être prendre quelques photos pour son compte Instagram qui comptait des dizaines de milliers d'abonnés. Mais la femme n'a jamais eu la chance de publier les photos de ce voyage en particulier. À 32 ans, Sophia était connue sur les réseaux sociaux pour ses cascades audacieuses et ses clichés à couper le souffle. Elle avait une véritable passion pour la photographie de nature et étonnait souvent ses abonnés avec ses photos risquées. Ce matin de juillet, Sophia et ses amis arrivèrent à Ha Pak Lai vers 11 h, prêts à explorer et à capturer les paysages époustouflants. Ha Pak Lai est un parc populaire situé près de la ville de Hong Kong. Avec ses paysages verdoyants et ses sentiers escarpés, le parc offre une échappée tranquille. L'une des caractéristiques notables du parc est le ruisseau Tsingdai qui se déverse en cascade, créant un endroit à la fois magnifique et dangereux pour la photographie. Sophia, connue pour son approche audacieuse de la photographie, s'aventura au bord de la cascade pour obtenir le cliché parfait. Le compte Instagram de Sophia, rempli de photos spectaculaires d'elle en randonnée, en kayak et en exploration, peignait le portrait d'une vie vécue sur le fil du rasoir. Sa bio disait « La vie devrait être amusante, pas stupide ». Alors qu'elle posait pour un selfie au bord de la cascade, le pied de Sophia glissa et elle tomba de 5 mètres dans la piscine en contrebas. Ses amis horrifiés alertèrent immédiatement les services d'urgence qui se précipitèrent sur les lieux et la retirèrent de l'eau. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais malgré les efforts rapides de tout le monde, Sophia Chung fut déclarée morte à l'hôpital Pamela Youde Nethersol Eastern à 19h59. La nouvelle de la mort de Sophia se répandit rapidement. Mais alors que ses admirateurs pleuraient sa perte, d'autres estimaient que Sophia était entièrement responsable de sa mort. Ces dernières années, on a observé une hausse inquiétante des décès liés aux selfies, les gens poussant souvent les limites de la sécurité pour capturer des images extraordinaires. Des bords de falaises vertigineux aux hauteurs impressionnantes, la quête de popularité sur les réseaux sociaux a conduit certains individus à prendre des risques inutiles, parfois avec des conséquences fatales.